Bonjour, merci d'être là. Donc, troisième édition du Cap Docteur 2024. Nous sommes donc présents pour l'évolution du recrutement des docteurs et des compétences. Le Cap Docteur 2024 a donc été co-organisé avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, nous sommes ravis qu'il nous ait donc aidés également sur les sujets. Donc, c'est avec plaisir que nous serons pendant 3 jours, du 20 au 22 mars, avec 2 conférences par jour. J'ai le plaisir donc de me présenter, Claudine Pierron, chef de projet docteur en sciences de l'éducation, et aussi avec Guillemette Baudouin, qui est donc qui nous dira bonjour d'ailleurs. Guillemette, tu peux Bonjour à peut-être tous nous et dire tous. bonjour. Voilà, responsable de partenariat de l'enseignement supérieur. Et puis, je vais vous présenter donc l'ensemble de nos invités qui ont eu vraiment le plaisir d'accepter notre invitation. Donc, nous avons Moustapha Derras, directeur de la recherche et de l'innovation technologique de Berger-Levrault. Sébastien Chevalier, qui est donc chef de service de la coordination de la stratégie de l'enseignement supérieur. Il nous en donnera des détails parce que j'ai donné tout un long comme ça, mais Sébastien nous donnera plus d'informations. Thierry Denat, directeur du cabinet PhD Innove. Laurent, j'ai Bonjour. déjà dit Laurent Machelin, Laurent Machelin de RD2 Conseil. Voilà. Et puis, nous avons Frédéric Luginsland de l'Université donc, de Lille, et qui est responsable administratif du collège doctoral, et Corentin Scolar, qui est doctorant à l'Université de Lille. Il nous donnera d'ailleurs sa discipline, hein, Corentin. Voilà. Donc, on est parti pour 1 heure et demie. N'oubliez pas de poser vos questions. Hein, on aura le plaisir d'y répondre. Alors, je vais donner la parole dans un premier temps à nos différents intervenants pour qu'ils puissent se présenter rapidement. Donc, on va débuter par Laurent Machelin. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Claudine pour cette invitation et cette opportunité de discuter avec les collègues, confrères. Où on a l'occasion de se rencontrer souvent. Donc moi, je suis le fondateur de RD2 Conseil que j'ai créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. On est spécialisé sur la recherche, la chasse de profils de jeunes docteurs. Donc en mode recrutement, on accompagne des entreprises innovantes, principalement des startups, des PME sur tout le territoire national, y compris les DOM. On a pu recruter à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner des entreprises qui sont en recherche de compétences de docteurs, de jeunes docteurs, dans tous les domaines d'activité, ouais, que ce soit sciences dures, notamment tout ce qui est autour de l'informatique, l'intelligence artificielle, mais chimie, biologie ou les sciences humaines et sociales, et donc d'accompagner nos clients pour faire l'agence matrimoniale, identifier les bonnes compétences techniques, humaines, et c'est aussi l'une des raisons de ma présence aujourd'hui, pour leur proposer les candidats et les faire recruter en CD. Merci beaucoup, Laurent. Sébastien Chevalier. Oui, merci Claudine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de contribuer à cet événement sur un sujet important et qui est porté par le ministère. Donc, je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je ne répète pas le nom du service, mais qui a la particularité d'être à cheval entre la Direction générale de la recherche et de l'innovation et la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Et donc, ça justifie l'intérêt que je porte et que mon service porte au doctorat, puisqu'on aborde à la fois le doctorat vu du prisme de la recherche et de l'expérience professionnelle à travers la recherche, mais aussi à travers le prisme de l'enseignement et de la formation, puisque le doctorat aussi est un lieu et un moment de formation pour la jeunesse. Peut-être pour vous dire que mon vrai métier, je le dis souvent, c'est professeur d'université. Je suis physico-chimiste et j'ai la chance d'encadrer encore quelques thèses dans mon laboratoire d'origine et puis d'encadrer ici au ministère une thèse COFRA en lien avec Sciences Po Paris et qui me fait découvrir un univers loin de la physico-chimie, sciences des matériaux, puisque c'est une thèse en sociologie et sciences politiques. Merci beaucoup, Sébastien. Moustapha. Bonjour, merci de m'accueillir. Moi, c'est une première. Je crois que tout le monde se connaît sauf moi. Ça commence bien. Moi, je suis tout simplement, vous l'avez déjà dit, je suis directeur de la recherche et de l'innovation d'un groupe qui s'appelle le groupe Berger-Levrault. C'est un éditeur de logiciels. Moi, j'ai fait tout mon parcours professionnel, bientôt plus de 40 ans dans le monde des technologies du numérique.
Voilà, comme on me le dit souvent, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Si je suis là, c'est pour vous parler de ce qu'on peut faire, de toutes les très belles choses et toutes les grandes ambitions qu'on est capable de porter dans les entreprises, en ayant des jeunes docteurs, des doctorants, et en ayant une vraie activité de recherche. Voilà, c'est ce qui m'anime moi depuis que j'ai traversé des très grands groupes comme General Electric, Cadence, Dassault, jusqu'à Berger-Levrault, voilà, depuis maintenant 15 ans, où j'ai eu la chance de pouvoir monter un laboratoire, entre guillemets, de recherche dans le domaine purement privé. Et donc, je suis là pour vous témoigner de tout ça. Merci beaucoup, Moustapha. Thierry? Oui, bonjour à tous. Thierry Delin, je suis le fondateur du cabinet PhD Innov. Alors, notre cabinet a pour vocation de faciliter l'insertion des PhD auprès des entreprises innovantes, donc de toute taille, hein, ça peut être des startups, des PME, comme des ETI. Et nous-mêmes, en fait, nous travaillons également sur une solution innovante, en fait, à base d'IA, qui va permettre de détecter de manière automatisée les meilleurs profils en fonction des projets technologiques qui nous sont présentés. Et nous travaillons pour cela aussi avec des PhD et avec un labo de l'INSA à Lyon. Donc nous sommes en plein à la fois dans l'innovation et puis à la fois dans l'insertion des PhD auprès du secteur économique. Merci Thierry. Frédéric? Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là parmi vous et très honoré de faire partie de cette table ronde. Donc, je suis Frédéric Luginsland, je travaille au collège doctoral de l'Université de Lille. Je suis responsable administratif du collège doctoral. Donc, les principales missions du collège, c'est la valorisation des compétences des doctorants, quelle que soit leur origine, sciences humaines ou sciences dites dures. Donc, on s'occupe vraiment de tous les doctorants au niveau de l'Université de Lille. On a à peu près 2400 doctorants. Et donc, on a plusieurs projets autour de la valorisation de ces compétences. Voilà, donc on aura l'occasion d'en parler pendant cette table-là. Corentin? Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est Corentin Scolard, je suis doctorant en troisième et dernière année à l'IEMN, l'Institut d'électronique, microélectronique et nanotechnologie à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, où je travaille en gros sur de microélectronique organique. Et j'interviens aujourd'hui en tant que membre de Consulide, qui est un dispositif doctorant en conseil rattaché à l'Université de Lille et au collège doctoral de l'Université de Lille, et qui est globalement une junior entreprise adressée aux doctorants et aux jeunes docteurs. Merci beaucoup, Corentin. Écoutez, on va pouvoir commencer. On est aujourd'hui sur une conférence sur la valorisation des compétences des docteurs. Et en même temps, on aura, vous avez vu sur cette table ronde, vous avez des cabinets de recrutement qui sont d'ailleurs dédiés au recrutement de docteurs en recherche et développement et aussi sur d'autres domaines. Et puis, vous avez aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et un représentant aussi, ça c'est très important parce que Moustapha Derras a d'ailleurs fait de beaux discours le jour de la NRT, de la journée de la NRT du doctorat le 17 novembre, où il est très impliqué, d'ailleurs il va vous raconter, sur le recrutement des docteurs au sein de son labo. Donc, ça va être très intéressant de voir aujourd'hui comment on valorise ces compétences et comment aujourd'hui, vous, les doctorants et docteurs, avez aussi à mettre en œuvre toute une stratégie et en même temps à vous impliquer pour démontrer votre capacité d'adaptation. Alors, ma première question, elle est pour Sébastien, qui est un peu pour démarrer un petit peu aujourd'hui sur cette reconnaissance des compétences. Alors moi, j'ai dit quels sont les critères et les processus de reconnaissance des compétences des chercheurs, des docteurs dans le domaine académique. Alors qu'aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à valoriser aujourd'hui ces compétences qui sont en développement, en devenir pendant ces 3 ans? C'est pour vous, Sébastien. Oui, merci Claudie. Alors, je vais faire une réponse en 2 temps. Je vais faire une première partie. On pourrait considérer que les compétences, elles sont justement très académiques. Donc, je pourrais mesurer le nombre de publications, le nombre de prises de parole, le nombre de conférences, le nombre de supports de type PowerPoint ou rapport fait. C'est exactement l'inverse des compétences que je souhaite mettre en valeur, que je pense qu'il faut que nous mettions en valeur vis-à-vis de nos doctorants et nos jeunes docteurs. Lorsque vous posez la question à un doctorant, une doctorante, diplômé ou non de son doctorat, quelles sont les compétences acquises pendant la thèse?
vous faites sûr que dans 80% des cas, la personne va aller très précisément sur l'objet, le sujet très très pointu qu'il ou elle a développé pendant ces 3 années de thèse ou voire un peu plus. Et en fait, c'est absolument pas le niveau ou le type de compétence qui va intéresser la société, l'employeur futur, ou en tout cas la personne à qui vous allez adresser ces compétences. Pourquoi? Parce que le fait d'être docteur signifie déjà qu'on est spécialiste, qu'on est devenu spécialiste d'un domaine, et que la molécule particulière, le traitement de surface de quelques nanomètres ou le poète grec étudié, vous en êtes devenu un spécialiste, ça c'est une évidence. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'apprendre aux docteurs et aux doctorants à valoriser toutes les compétences qui complètent cette connaissance scientifique très, très pointue. C'est bien évidemment la prise de parole en public, c'est la capacité à synthétiser, c'est la capacité à confronter ses travaux aux autres, et donc je le dis souvent, à cultiver le doute. C'est la capacité parfois d'encadrer des stagiaires ou des personnes, donc une capacité managériale. C'est la capacité à acheter du matériel parfois scientifique, d'organiser des conférences, de faire des cours. Bref, c'est tout ce package-là qui fait la force et qui différencie un doctorant et un jeune docteur par rapport à un autre diplôme ou un autre diplômé de l'enseignement supérieur de la recherche. Et moi, j'insiste beaucoup, et je sais que les écoles doctorales, les collèges doctoraux le font désormais, pour qu'on mette en lumière ces compétences transversales qui, de toute façon, sont indispensables pour bien accompagner les compétences plus techniques ou plus pointues en lien avec le sujet de la thèse. Merci beaucoup, Sébastien. Alors moi, je rebondis parce que Sébastien nous a énuméré différentes compétences. Et là, je vais m'adresser à Mustapha, à Thierry et à Laurent. On va débuter d'abord par Mustapha. Moi, je me pose la question maintenant, avec ces compétences-là, comment on les valorise dans le secteur privé? Avant de répondre, moi, je rajouterais d'autres compétences, en fait. Parce que, alors, je suis complètement en phase avec ce qui vient d'être dit. Je rajouterais des compétences. Par exemple, les jeunes docteurs, les doctorants, doctorantes, eux aussi, ne les oublions pas, ont aussi cette capacité que j'appelle la capacité naïve de découverte. On n'a pas que des choses industrielles à faire dans le privé. On a aussi des choses à traiter, des sujets à adresser, des nouveautés à intégrer, des problèmes à résoudre. Et ils et elles ont cette capacité j'ai envie de vous dire, de découverte immédiate et d'avoir la capacité de creuser. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose c'est une capacité très particulière que vous avez avec votre doctorat, cette ambition d'aller répondre à des problématiques en analysant. Donc, je rajouterai cette compétence-là qui me paraît fondamentale parce que c'est comme ça que nos docteurs et docteurs, eux, intègrent ensuite les équipes au sein de Berger-Levrault. Donc, c'est la valorisation de ces compétences-là. Elles se font par tout ce que vient de vous citer. Désolé, Sébastien, excuse-moi, je cherchais ton prénom. J'ai envie de dire que c'est par aussi ambition de pédagogie. Ils et elles ont cette capacité à écouter, à venir se mettre à la hauteur des autres. En tout cas, c'est ce que l'on fait chez Berger-Levrault. On les amène auprès des équipes. On les imprègne, on leur dit allez-y, n'hésitez pas à vous confronter à ça. Et ça, c'est une compétence pareille. Ils ont une capacité d'écoute. Alors évidemment, ne soyons pas des bisounours. C'est aussi une question d'individualité. Tous n'ont pas cette compétence. Tous ne savent pas faire ça. Mais c'est les deux choses que je noterais, moi, en plus, dans leur profil. Très bien. Alors Thierry, justement, Thierry et Laurent, vous allez nous donner un petit peu cette valorisation de ces compétences-là que nous ont énuméré Mustapha et puis Sébastien, la vision des cabinets par rapport justement à cette valorisation des compétences qui sont donc acquises lors du doctorat. Thierry. Laurent, je commence. Alors, pour moi, en fait, si une entreprise vient chercher un docteur ou un jeune docteur, c'est par sa capacité à analyser un problème et à y répondre de manière pas forcément formatée, comme peuvent le faire les personnes qui sont issues d'une école d'ingénieurs,
d'une école de commerce. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont souvent avoir un esprit critique et souvent fait une remise en cause du problème. Et en fait, ils apportent une capacité d'interrogation sur un problème, une capacité d'y répondre avec une manière qui est plus créative et qui va souvent beaucoup plus loin que ce qui est attendu. Donc, en fait, c'est pour ça que les entreprises recherchent ce type de profil, parce qu'ils ont une volonté d'aller beaucoup plus loin dans la recherche et de dépasser ce qui est dans les fondements de l'état de l'art. Donc, à mon avis, c'est vraiment de repousser les limites de la science, et ça, c'est vraiment quelque part dans les gènes, si on peut s'exprimer ainsi, d'un docteur. Et de là, en fait, c'est vraiment des personnes aujourd'hui qui sont clés, je dirais, sur le marché du travail, parce qu'elles se différencient vraiment d'un ingénieur qui est reconnu comme fiable, dans le sens où en fait il va mener un problème et le résoudre dans les délais et dans les temps requis. Donc ça, c'est très bien. On est sûr qu'avec un ingénieur on va aller du point A au point B d'une manière sûre et certaine. En revanche, avec un docteur, en fait, on va dépasser souvent le point B, on va aller beaucoup plus loin que ce qui est attendu. Et c'est ça aussi qui fait la différence, peut-être on va dire par rapport à d'autres candidats. Et cette capacité en fait de repousser les limites techniques et scientifiques d'un problème qui est posé avec des solutions qui sont nouvelles et qui sont différenciantes. Laurent ? Oui, je vais prendre la suite. Alors peut-être pas forcément répéter tout ce que Mustapha, Thierry ont dit effectivement sur les compétences qu'on attend des docteurs. Peut-être plus donner ma vision sur la différenciation et la sélection qu'on peut faire. Nous, on ne recrute que des docteurs. Donc, pour le coup, c'est vrai que la compétition entre nos candidats se fait d'un docteur et un autre. Et on va attendre un peu l'effet waouh, en tout cas la capacité des candidats à eux-mêmes valoriser les compétences. Et du coup, je rebondis sur ce que disait Sébastien. Sur l'aspect, aller directement vers la présentation de son expertise. C'est la question que je pose. On va dire l'entretien de recrutement est assez formaté comme exercice. La question que je pose tout le temps, c'est présentez-vous. Et c'est vrai que dans 80% des cas, j'ai droit à quasiment une soutenance de thèse bis sur qu'est-ce qui a été fait en thèse, quels sont les résultats, les travaux, etc. Et c'est pas ce qu'on attend finalement. Ce qu'on attend, c'est vraiment cette capacité du candidat à se projeter sur les besoins de l'entreprise, à se projeter sur le poste, et derrière, du coup, à aller sélectionner parmi toutes les compétences développées en thèse, parce que voilà, Mustapha en a dit un certain nombre, Sébastien en a dit un certain nombre, Thierry en a dit un certain nombre. Il y a plein de compétences. En fait, ce qui est intéressant pour nous en tant que recruteurs, c'est que le candidat nous prenne par la main et puisse identifier les compétences qui seront importantes pour le poste, les compétences techniques, scientifiques. Voilà, on est généralement sur des sujets assez pointus, et puis les compétences. Sébastien disait transversales. Moi, j'aime bien parler de compétences transférables, ce qui peut se transférer dans l'entreprise, la gestion de projet, la prise de parole en public, et puis les compétences humaines. Donc voilà, valoriser ces compétences, c'est aussi être capable d'identifier celles qui seront importantes du côté du recruteur et de l'entreprise. Merci beaucoup. Alors, une question pour Frédéric. Comment les collèges doctoraux, les universités, justement, accompagnent ces doctorants dans la visibilité de leurs compétences? Comment, aujourd'hui, dans ces institutions, on est en capacité aussi à entendre, parce que là, on a eu les deux avis de Laurent et de Thierry, qui nous disent bien, voilà ce que nous, on attend. Est-ce qu'on est accompagné dans les institutions sur cet aspect compétences, valorisation des compétences, et cette capacité aussi à repérer ces compétences? D'ailleurs, on n'en a pas parlé, il y a quand même le RNCP qui est quand même rédigé de cette manière. Donc, c'est vrai que peu de doctorants connaissent le RNCP. Ce qui est dommage, que ça a moins le mérite d'y trouver d'ailleurs toutes les compétences développées durant le doctorat. Alors, comment on en est aujourd'hui dans ces... Qu'est-ce qu'on fait concrètement, Frédéric? Alors, au niveau des collèges doctoraux, je ne les connais pas tous. Forcément, je vais parler un peu plus du collège doctoral de l'Université de Lille, mais globalement, il y a une offre de formation transverse avec des formations qui accompagnent les doctorants tout au long de leur thèse. Et alors, il y a des catalogues qui existent. Il y aura
sur la formation en management, sur la formation gestion gestion de réunion, pardon, gestion de projet, etc., etc. Nous, à notre niveau, il y a plusieurs choses aussi qu'on fait. Pour rebondir sur ce que disait donc juste avant Laurent, on a créé depuis maintenant un peu plus d'1 an Compédoc. Donc c'est un projet où l'objectif est de créer un portfolio de compétences pour tous les doctorants, quelle que soit encore une fois leur origine. Et donc l'idée c'est de dire, et ils sont accompagnés pour ça, donc il y a tout un accompagnement qui se fait par des enseignants, chercheurs de chez nous, maîtres de conférences, par l'APEC également, qui nous aident beaucoup sur ce projet. Et donc le but c'est ça, c'est de dire quelle réalisation j'ai faite, et donc de remonter le fil, quelles compétences j'ai pu avoir, quelles compétences j'ai pu développer à travers cette réalisation. Et ce qui permet, comme disait Laurent, de dire à la fin de ma thèse, donc c'est un processus qui peut se faire dès le départ et qui se fait tout au long de la thèse, et ça permet de dire à la fin, quand je réponds à une annonce, qu'est-ce que je mets en face, quelle réalisation je mets en face, ou quelles compétences je mets en face, et donc comment, quand je vais être face à un recruteur, je vais pouvoir valoriser telle ou telle compétence, quel résultat je vais pouvoir donner au recruteur pour le rassurer sur ma capacité à répondre à l'offre qui est face à moi. Et donc, c'est un processus qui est quand même assez long, avec toute une méthode, mais tout est expliqué dans ce projet qu'on appelle Compédoc, qui est pour les doctorants sur plusieurs mois, le temps d'acquérir la méthode et de décliner. Et comme je disais, ils sont accompagnés là-dessus. Ensuite, pour la valorisation des compétences aussi auprès des acteurs du monde socio-économique. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup privé, mais il y a aussi public. On a d'autres événements, d'autres formations par l'action. On en parlera tout à l'heure, mais on a par exemple Consulte Doc, donc où les doctorants prennent la casquette ou le costume de consultant et vont répondre à une problématique d'entreprise. Entreprise qui forcément, enfin, où n'est pas forcément déjà au fait de ce qu'est un doctorant ou un docteur. Très bien, merci beaucoup. Alors là j'ai 2 questions pour Mustapha et Sébastien. Quels sont les défis? Ah, il y a Mustapha ça tombe bien, hein, Mustapha voulait donc intervenir, il pourra intervenir, mais je lui rajoute une question. C'est quels sont les défis auxquels vont se confronter les docteurs lorsqu'ils cherchent à valoriser leurs compétences sur le marché du travail? Et aujourd'hui, comment vont-ils pouvoir défendre ce doctorat qui n'est pas forcément, et ça c'est pour Sébastien également, aujourd'hui peu valorisé, hein, on le sait, il est moins valorisé sur la partie francophone, alors que ce statut de docteur dans d'autres pays européens a un autre statut. Donc quels sont les défis majeurs pour justement ces docteurs qui vont se retrouver sur le marché du travail? Mustapha et puis Sébastien, tout de suite, vous allez pouvoir y répondre. Désolé Sébastien, juste pour prolonger le propos qui était juste avant, Ouais. je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, parce que là je vous entends beaucoup parler de ce que font le milieu académique, les docteurs, les cabinets qui les accompagnent. N'oublions pas non plus que les entreprises aussi ont du mal à rédiger, entre guillemets, des annonces orientées doctorat. Moi, ce que j'ai dû faire pendant des années, c'est orienter les RH pour qu'elles intègrent dans ces recherches-là des caractéristiques qui sont propres au monde de la thèse, au monde du doctorat. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus cette contrepartie. C'est bien de toujours demander l'effort du côté de la fourniture, entre guillemets, de la compétence. Il faut voir que de l'autre côté, le côté consommateur de la compétence doit aussi se former. C'est un petit peu l'objet qu'on essaie de pousser avec la NRT. C'est comment on peut accompagner le monde industriel pour intégrer les jeunes docteurs. Pour répondre à la question, moi j'ai envie de toujours raisonner par le miroir, par l'inverse. Il faut surtout désarmer automatiquement auprès des recruteurs la vision qu'ils ont justement du doctorat. C'est souvent vu comme un monde un peu éthérique, de chercheurs, de gentils poètes. Désolé d'utiliser ces expressions-là, j'ai dû alors, on l'a pas dit, mais moi je suis docteur, j'ai ma thèse qui a quelques décennies, j'ai dû affronter ça tout au long de ma vie, c'est-à-dire que on est vu un peu comme des gentils poètes qui venons ici avec nos visions stratosphériques du monde. Il faut désarmer ça auprès du recruteur.
C'est obligatoire. Avant même de mettre en place des compétences, c'est expliquer à l'autre qu'on est on cherche du travail, on est là pour rendre tout ce que l'on peut de nos compétences en matière de services, de produits, de solutions, et tout de suite ramener la discussion au même niveau que les autres types de recrutement. Ça c'est le premier palier, le premier pas à faire. Le second, tout de suite après, c'est bizarrement, c'est désamorcer la peur. Un doctorant, un docteur, une docteure, ça fait peur. N'oubliez pas qu'ils sont à Bac+8, Bac+9 pour certains. Donc, on est vu comme des experts, je pense que Sébastien l'a dit, et donc on fait peur par notre expertise. C'est totalement idiot, hein, c'est la peur. La peur ne se raisonne pas, mais il faut aussi désamorcer ça. Voilà. Si j'avais 2 conseils tout de suite en arrivant, c'est de faire ces 2 petites démarches pour montrer qu'on est comme tous les autres. Voilà. Sébastien, oui, tu vas intervenir. Oui, J'ai 2 petites questions supplémentaires après. Allez-y. D'accord. Allez-y, pour les défis, moi j'en vois 3. Donc il y a ce que vient de dire Mustapha qui est déterminant, c'est désacraliser ou casser cette image un peu caricaturale du docteur. Donc je regarde dans les chats là, pour le docteur souvent comme étant un doux rêveur, il va prendre le temps, donc il va pas être très actif, il est agile, oui, mais ça c'est totalement faux. Enfin moi quand je vois la richesse, la densité de ce que représente un travail de thèse pendant 3 ou 4 ans, on n'est pas des doux rêveurs, et y compris en sciences humaines et sociales, parce que je pense qu'on caricature trop souvent les thèses en sciences humaines et sociales. Donc là, il y a un défi, effectivement, d'expliquer à un employeur que, d'une part, la thèse va lui permettre aux jeunes de travailler pas forcément en recherche et développement, mais qui aura toutes les compétences pour avoir d'autres missions et d'autres capacités à porter un projet au sein d'une entreprise, au sein d'une administration, parce qu'on parle d'entreprise au caractère privé, moi je parle aussi au caractère public, et les gens qui m'entourent au ministère, qui ont un doctorat, apportent quelque chose que les autres n'apportent pas. C'est différent, mais c'est pas grave, je veux dire, ça complète le monde qui est le nôtre, mais il y a une plus-value sur la capacité à réfléchir et à agir. Je pense que le mot action est important. Le deuxième défi, c'est celui qui doit obliger aussi nos docteurs, ou doctorants plutôt, à sortir des laboratoires, sortir des bibliothèques pour expliquer ce qu'ils font à la société. Il y a un outil qui est formidable, qui est ma thèse en 180 secondes, ça arrive tout de suite. Dans un premier temps, c'était entre nous, on se réunissait dans un amphi après 18h et on voyait ces doctorants parler, et de plus en plus, c'est ouvert au grand public, et ça marche à tous les coups. Et c'est un moment formidable, puisque ces jeunes scénarisent un peu comme un concours d'éloquence, avec humour, mais avec sérieux, et expliquent le travail pointu qu'ils mènent pendant leur thèse auprès de la société. Et ça, c'est déterminant, parce que ça permet d'ouvrir les yeux et d'avoir un regard sur « Ah ouais, finalement, c'est ça une thèse, j'ai compris tout ce que la personne m'a dit, et pourtant, ça n'a duré que 180 secondes. » Et tous les prétextes, nuit des chercheurs, fête de la science, ma thèse en 180 secondes, aller dans les collèges, dans les lycées, pour expliquer son travail, tous ces prétextes-là vont permettre d'expliquer à la société c'est quoi une thèse, comment on la construit, comment on réfléchit, et du coup, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à la société, mais au monde économique, à travers le prisme de la thèse. Et enfin, le dernier élément, mais je pense qu'on y reviendra, c'est quand même le gros travail aussi qu'on aura à mener, qu'on a mené dès à présent, d'attractivité en amont. Comment on encourage un jeune ingénieur, un jeune en master, un jeune au niveau de la licence à se projeter dans la thèse. Et là, il y a un travail important à faire, et si on réunit ces 3 défis et si le triptyque est réussi, il n'y a pas de raison qu'on se repose la question l'année prochaine ou les années à venir. Très bien. Alors moi, je rebondis parce que là, on va voir l'avis d'ailleurs de Laurent et de Thierry. C'est comment est perçu, parce que Mustapha a bien tout à fait raison, c'est aussi les entreprises, hein, c'est comment aujourd'hui les familiariser à des profils de docteurs. Donc c'est vrai que des 2 côtés, il y a un travail de présentation, de visibilité, d'éloquence, comme vient de le citer Sébastien, mais comment est perçu aujourd'hui, donc tous ces cabinets de recrutement que l'on a, qui sont spécialisés, comment vous percevez aussi, et comment vous préparez ces docteurs à un entretien, parce que je pense que ça aussi, c'est important que nos auditeurs et auditrices l'entendent. Il y a un travail aussi à faire, hein, peut-être aussi de pédagogie vis-à-vis des recruteurs, qui ne sont pas toujours très habitués, et les entreprises aussi, puisque Mustapha a dit quelque chose d'intéressant, on voit très peu d'offres où il est mentionné docteur, hein.
très très peu d'offres. Donc, comment ça s'explique tout ça? Parce que regardez, aujourd'hui, c'est un peu le profil à part. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments? Et puis, Moustapha va peut-être pouvoir rebondir aussi, puisqu'il a recruté des docteurs. Il est docteur, donc ça aussi, moi, je le questionnerai par rapport à ça. C'est parce qu'il est déjà un petit peu sensibilisé étant docteur. Il y en a qui ne le sont pas. Donc, d'abord, vous deux, donc Thierry et puis Laurent, dites-nous comment sont perçus aujourd'hui les docteurs et comment vous les préparez aussi à rencontrer vos entreprises clientes. Thierry, tu commences et puis après ce sera. Oui, alors bon, en fait, la perception, malheureusement, elle n'est pas forcément toujours très positive. Pour être franchement très clair, de la part des entreprises, on va dire de la part des PME vis-à-vis des docteurs. Donc, moi, j'ai fait souvent des entretiens, des rendez-vous avant-vente pour proposer des docteurs. Donc, malheureusement, il y a eu quelquefois des entreprises qui ont eu des expériences plutôt négatives avec des docteurs pendant quelques mois. Et donc, du coup, en fait, malheureusement, en fait, il y a une qualité perçue qui n'a pas été très bonne. Alors, à raison, à défaut, je ne sais pas. Ceci dit, voilà. Donc, du coup, en fait, ils sont focalisés un peu sur ces expériences vécues, et après, il faut repartir de ça pour recréer en fait un climat de confiance et faire en sorte que, voilà, revaloriser le docteur et revaloriser en fait les jeunes docteurs qui arrivent en fait sur le marché du travail. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a une expérience qui a été forcément pas très bien vécue avec un ou deux employeurs que c'est une généralité. C'est vrai qu'il y a aussi des entreprises qui sont plus open à expérimenter en fait et travailler avec des docteurs. On va dire c'est plutôt des startups qui ont déjà des scientifiques en leur sein, qui ont déjà des docteurs en leur sein, et eux en fait ils sont vraiment PhD friendly avec eux, donc ça c'est plus facile. En revanche, c'est vrai que les entreprises un peu plus industrielles ont une image qui n'est pas forcément très bonne. Donc, il faut les rassurer. Il faut préparer vraiment les docteurs à ces entretiens-là, en fait, en leur indiquant les codes des entreprises. Et c'est vrai qu'il faut toujours repartir de l'expérience du doctorat, comment on va transposer dans une entreprise et en fait, quels sont ce que j'ai appris dans la présentation d'une thèse, mon pitch, être capable de faire un pitch en 180 secondes, présenter de manière très pédagogique en fait un sujet extrêmement complexe auprès d'un auditoire qui n'est pas forcément un auditoire scientifique, eh bien c'est un exercice très difficile. Et être capable de faire ça, ça veut dire qu'on est capable de proposer, d'enseigner et justement de former des personnes qui ne seront pas forcément des scientifiques dans une entreprise. Ça, c'est un atout considérable aujourd'hui, malheureusement, qui n'est pas forcément mis en valeur. Donc c'est ça, ce sont un des arguments qu'on essaie de mettre en valeur. Et puis après, c'est cette capacité de travailler dans des environnements transnationaux avec souvent des personnes d'origine de tout type de pays. Ça, c'est aussi un atout, c'est cette capacité de travailler avec des personnes d'horizons très divers. Et ça, aujourd'hui, il faut aussi le mettre en valeur. Donc, c'est plusieurs points comme ça où on va faire en sorte d'appliquer et de mettre en valeur tout ce qu'ils ont appris pour que l'expérience ou le fait d'embaucher un docteur, ce soit vraiment un pari gagnant dans une entreprise, et c'est ça qu'on essaye aujourd'hui de proposer en fait aux entreprises. Laurent ? Oui, je voulais rebondir un peu sur ce que Moustapha a dit, qui est particulièrement vrai, et on le voit dans les contacts qu'on a auprès des entreprises, dans les besoins, le terme de peur. Aujourd'hui, il faut avoir conscience du côté des docteurs ou des candidats au sens large que le recruteur a peur, en tout cas, que le recrutement comporte un certain nombre de risques. C'est des risques, on va dire, déjà, si on parle de R&D, si on parle de docteur, c'est des risques techniques, scientifiques. Intégrer un candidat qui n'a pas les bonnes compétences ou lui donner les clés du camion de la R&D pour que demain ou dans quelques mois, il aille chez les concurrents, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment s'assurer que d'un point de vue technique, scientifique, la personne a les épaules, les bonnes compétences. Donc, quand on parle de docteur, finalement, c'est aussi cette expertise qu'on va aller chercher. C'est un risque humain.
parce que finalement recruter la mauvaise personne qui ne saura pas s'intégrer, qui aura des conflits au sein de l'équipe avec les autres personnes, qui aura pas cette capacité de communication relationnelle, tout ce que je vous dis, c'est ce qu'on recherche du côté des entreprises. Mais voilà, l'aspect humain fait que ça peut vite mettre le bazar dans une équipe et que c'est très important de choisir la bonne personne. Et puis il y a un risque financier. Recruter quelqu'un aujourd'hui, ça coûte cher. Ça coûte cher sur le process de recrutement, notamment quand on fait appel à des cabinets. Voilà, nous on facture, mais c'est justement pour essayer de s'assurer de prendre la meilleure décision possible. Ça a un coût au niveau, bien évidemment, du salaire de la personne qui sera recrutée, mais également de tout l'environnement qu'on mettra en place et des personnes qui vont prendre du temps pour former, intégrer, onboarder les candidats. Donc voilà, on va dire l'idée de recruter des docteurs, c'est qu'à un moment donné, on essaye de diminuer tous ces risques. L'aspect technique en se disant on recrute une expertise, l'aspect humain avec les soft skills dont on parle depuis tout à l'heure aussi sur le docteur. Et puis, alors on va pas recruter un docteur juste pour ça, mais quand même d'en avoir conscience et peut-être le dire à un moment donné dans cette conférence qu'il y a le dispositif du crédit d'impôt recherche qui permet à une entreprise de se faire financer le salaire d'un docteur de façon assez significative. Et ça, les candidats doivent en avoir conscience, peut-être aussi pour sensibiliser, j'allais dire parfois informer les entreprises qui n'ont pas toujours conscience de cet aspect financier. Et finalement, en tant que candidat, si on arrive à montrer et à démontrer que l'ensemble de ces risques est diminué ou supprimé, c'est là où il y a une vraie valorisation des compétences et du profil de docteur. Très bien. Moustapha, moi, je vais vous interpeller parce que… Il y a plein de questions, ouais. Ah. Ouais, non, mais j'ai envie de répondre un petit peu à tout, mais dans le désordre, et puis je vois plein de questions qui défilent. Oui, c'est pour ça que je vais en reprendre quelques-unes. Hein. Ouais, voilà, mais moi, je voulais savoir, à un moment donné, ils le disent, ils ont eu des processus avec des RH qui n'étaient pas forcément, il n'y avait pas l'opérationnel. Alors, moi, parce que j'ai regardé aussi pas mal de questions, ils ne sont pas forcément avec l'interlocuteur clé, l'opérationnel qui va pouvoir répondre directement à ces différentes compétences. Donc, est-ce qu'il faut être sensibilisé? Comment ça se passe? Parce que vous, en plus, votre entreprise, c'est très particulier parce qu'on recherche des docteurs, en fait, dans votre entreprise. Ah oui, vous avez créé un labo. Alors, est-ce qu'il faut être sensibilisé? Qu'est-ce qui se passe? Parce que en général, les docteurs, on n'a pas une vision claire dans certaines entreprises. Moi, j'ai envie de vous répondre un petit peu à tous. Alors, je vais m'inscrire en faux, ne m'en veuillez pas. Hein, c'est pas. J'ai envie de dire à tout le monde, parce que j'ai lu ici tout un tas de questions, dans un processus de recrutement, docteur, pas docteur, ça ne fait aucune différence. Je veux dire, arrêtons de croire que parce qu'on arrive avec un doctorat, on va être traité de manière très différenciée. On subit exactement les mêmes demandes, questions, approches que n'importe quel candidat à emploi. Ça, je pense que c'est important parce que ce que je lis là, par exemple, j'ai vu une question sur est-ce que je dois accepter un poste junior parce que toutes ces questions sont les mêmes pour n'importe quelle personne cherchant un emploi. Il faut on est là pour avoir une particularité autour du doctorat, je comprends, mais en même temps, quand on est dans un processus de recrutement, on applique les mêmes règles pour tous. Donc, je pense que ça répond à pas mal de questions. J'ai bien entendu effectivement les startups, etc., mais pas que. Les startups ont une appétence naturelle pour ces profils-là, parce que comme le nom de ces entreprises-là le porte, elles sont quand même souvent innovantes et elles sont quand même devant là-bas, dans l'innovation. Elles ont besoin de compétences un peu pointues. Mais les grandes entreprises, le plus grand labo que je connais privé, il est chez Thales. Il est sur le plateau de Saclay. C'est 600 chercheurs qui sont des doctorants, qui pratiquent tout un tas de disciplines technologiques et scientifiques. C'est un très grand groupe international. Donc, je suis désolé, mais non, il n'y a pas que les startups. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Ensuite, nous, on recrute, nous, on cherche du docteur. Alors, c'est parce que je l'ai implanté et j'ai fait ça partout où je suis passé. C'est-à-dire que moi-même, je me suis porté, entre guillemets, le prosélyte de cette compétence-là, toute particulière. Et j'intègre aussi des ingénieurs et j'intègre aussi des personnes qui viennent du monde des SHS, etc.
mais c'est parce qu'il y a des ambassadeurs qui viennent expliquer, moi j'explique comment chercher, quoi chercher, etc. Pour revenir à votre commentaire dernièrement, là, mais on a toujours affaire à la RH au départ. On n'a jamais le décideur du poste. On n'a jamais celui qui a émis l'offre, etc. On passe toujours par les fourches codines. Donc c'est pour ça que c'est important que ce que disait Laurent, il faut valoriser les soft skills, montrer qu'on s'intègre, montrer qu'on n'est pas là pour mettre le souk dans les équipes, montrer qu'on ne va pas coûter de l'argent. Voilà, mais c'est normal, c'est pour tous pareil. Ouais. Non, alors, c'est vrai qu'il y a plein de questions, mais il y a une question qui est intéressante de Damien. Un doctorat est-il valorisable si on passe dans un domaine complètement différent? Alors, moi, je veux bien répondre. Oui. Ah oui, Sébastien? Bah, Ouais. à travers, en fait, il y a une question qui ressemblait tout à l'heure sur une thèse CIF. Si on fait une thèse CIF, est-ce que ça veut dire qu'on est forcément embauché que dans l'endroit, dans l'entreprise ou dans l'administration territoriale dans laquelle on a fait la CIF? Mais surtout pas. Encore une fois, c'est comme si on posait la question par un ingénieur. J'ai fait mon stage chez Thales, donc forcément, mon stage de fin d'études m'oblige à travailler chez Thales. Il y a deux choses. Il y a le domaine et il y a l'environnement dans lequel la thèse est faite. Ce qu'on a dit tout à l'heure et les compétences qui font qu'un docteur est un diplômé différent et qu'on ne met pas en concurrence avec un ingénieur, avec un master, avec quelqu'un qui sort d'une école de commerce, pour moi, c'est une évidence. Et ces compétences, justement, qu'on décrit depuis tout à l'heure, transversales, soft skills, aptitudes, capacités, on peut les appeler de diverses manières, compétences transversales, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ces compétences-là qui font que le docteur peut s'adapter à n'importe quel environnement et qu'il apprendra le métier une fois qu'il sera installé. Ce qui est troublant dans cette question, c'est qu'on ne la poserait jamais pour un ingénieur. Oui, ouais, j'allais le dire, je suis désolé parce que franchement, j'ai fait ma thèse dans un milieu qui peut paraître surprenant puisque j'étais dans le monde agricole. Alors certes, je suis un électronicien au départ, donc je suis resté toute ma vie dans ces technologies du numérique. On a un fil rouge en général dans nos compétences. Moi, c'est le monde du numérique. J'ai commencé dans une moissonneuse-batteuse. Mon poste d'après a été chez General Electric dans le médical, dans les systèmes médicaux. Donc surtout pas profiter de votre capacité absolument incroyable à changer de poste et à découvrir. Plus vous découvrirez, j'ai travaillé dans 8 entreprises au cours de ma vie et des grands groupes comme des toutes petites entreprises. Donc découvrez. En fait, je reviens à la normalité de ce que je disais juste avant. Tous, vous avez un parcours normal comme n'importe quel autre salarié qui cherche à se positionner et à grandir dans le milieu professionnel. Il y a une question de Madeleine. Le but d'une thèse n'est-il pas de faire de la recherche après? Si les entreprises ne cherchent pas de docteur, il ne faut pas faire de thèse dans ce domaine. Alors, c'est pas mal parce que là, elle pose une question qui est assez fondamentale, c'est-à-dire que regardez, entre carrière académique et hors académique. Donc aujourd'hui, est-ce que si on fait une thèse, on doit forcément faire de la recherche? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Est-ce que, donc Madeleine, ce serait intéressant de savoir, est-ce qu'elle se voit dans un labo ou est-ce que dans tout ce que vous avez dit, Sébastien, Moustapha et puis également Laurent et Thierry, c'est qu'une thèse, au contraire, ça vous permet de penser, d'aller un peu partout en fait. Hein, et la recherche, elle peut prendre des formes multiples, j'imagine. Sébastien ou Moustapha, si vous pouvez répondre à Madeleine, parce qu'elle dit, elle fait une thèse pour faire de la recherche. Bah non, enfin Sébastien, tu es probablement plus qualifié que moi, mais non, justement. Alors, si vous avez la chance de pouvoir continuer, tant mieux. Et si ça vous plaît, tant mieux. En fait, c'est ça que vous devez vous demander. C'est est-ce que vous avez envie de continuer à faire de la recherche telle que vous l'avez pratiquée dans votre thèse? Et puis vous allez voir, en grandissant, en vieillissant, peut-être que vous changerez d'avis. Mais moi, j'ai une phrase qui m'accompagne depuis 40 ans. Chercheur un jour, chercheur toujours. Et vous savez quoi? C'est moi qui transporte la recherche dans les entreprises où j'arrive. C'est moi qui implante le virus. Et je trouve toujours un angle pour attaquer n'importe quel sujet sous l'angle de la recherche. Je suis aussi un ingénieur, donc ça m'aide un peu, mais non, mais vous chercherez toute votre vie. Et c'est magique. Voilà. Ouais, mais j'adhère totalement. En fait, c'est un choix. D'une part, il faut pas on a cette tendance en France aussi à se mettre dans des tuyaux et à ne pas vouloir en sortir. On peut très bien ambitionner en commençant la thèse, en se disant je veux être chercheur demain, enseignant-chercheur. Et finalement, à travers le parcours de la thèse, à travers les rencontres, à travers le réseau,
les congrès, les conférences, etc., rencontrer une entreprise, le monde de l'entreprise, veut dire ben, finalement c'est là où j'aurai ma place. Il y a un autre élément aussi, lorsqu'on se rêve enseignant-chercheur et qu'on n'a pas été confronté à l'enseignement, préparer un TD, expliquer à une classe plus ou moins attentive, préparer des travaux pratiques, etc., l'ambition d'être enseignant-chercheur est revue à la baisse au détriment ou au profit justement d'une carrière hors le monde académique. Donc je pense qu'il ne faut pas... Il y a un moment, il y a un choix à faire. Il faudra l'assumer. Il n'est pas forcément définitif. On peut ambitionner d'être dans l'académique et puis d'aller dans le privé après, ou d'aller dans le privé et de vouloir revenir dans l'académique. Il y a plein de passerelles possibles. Et surtout, ne vous mettez pas dans des tuyaux, dans des seringues. Il y a une capacité, et probablement plus qu'à l'époque où on a passé nos thèses respectivement, d'aller d'un endroit à l'autre de manière naturelle et pleinement assumée. Complètement d'accord. Laurent voulait intervenir. Laurent? Oui, je souhaitais rebondir sur ce que disait Sébastien. Effectivement, de pas se mettre d'œillères finalement. Après, il faut en être conscient. Il faut avoir le discours qui va bien. C'est vrai que nous, voilà, en recrutant des docteurs et par rapport aux entreprises, on va poser quasi systématiquement cette question de pourquoi une thèse. Pourquoi aujourd'hui aller vers l'entreprise? Pourquoi avoir fait des postdocs? J'ai souvent cette demande, cette question de candidats, de docteurs qui ont fait des postdocs et de dire bah est-ce que c'est bien vu, est-ce que c'est mal vu, est-ce que ça nous coupe l'horizon vers le privé ou pas? J'allais dire il y a pas de bonne ou de mauvaise situation, pour reprendre un exemple que tout le monde connaît, mais plutôt un discours et une argumentation. Moi, un docteur peut avoir X raisons d'avoir fait une thèse pour approfondir de la R&D. Chez certains groupes internationaux, c'est nécessaire. Des postdocs, c'est pareil. On peut avoir à un moment donné l'envie d'aller vers l'académique, vers des postes de maître de conf, de faire des postdocs. On se rend compte que finalement c'est compliqué, mais voilà, ce qu'on va aller chercher, c'est d'avoir fait ce deuil et d'avoir cette envie, cette motivation à un moment donné de faire son choix. Et voilà. Et pour terminer, choisir, c'est renoncer. À un moment, lorsqu'on veut aller vers l'entreprise, il faut être aussi capable de montrer qu'on a renoncé à la carrière académique, quitte à revenir plus tard, mais au moins au moment T, on cherche justement cet investissement, cette implication, cette motivation. Surtout que, Sébastien, je pense qu'on a les derniers chiffres aussi du ministère. Il y a plus quand même, il y a moins de postes maintenant en académique quand même. Hein, c'est une réalité. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, se préparer à d'autres carrières qui vont d'ailleurs, comme le dit Mustapha, on cherche toujours d'une manière différente, mais il y a une réalité aujourd'hui qu'il va falloir intégrer dans le processus du doctorat, c'est d'envisager aussi des champs des possibles différents, et que ce soit dans le privé et peut-être un retour après dans l'académique. Enfin, j'imagine, Sébastien. Alors, c'est vrai et c'est moins vrai. C'est-à-dire que la pyramide des âges n'étant pas une vraie gaussienne, on a des déséquilibres et on a des coups de bélier dans les recrutements. Il y a une note du CIES qui date de quelques semaines sur les prédictions de départ en retraite chez les chercheurs, enseignants-chercheurs. 40% d'entre eux seront en retraite en 2030-2032. Ça veut dire que là, il y aura un besoin, il y aura un appel d'air considérable. Donc, ça veut dire que les docteurs, alors peut-être pas ceux qui entrent en thèse aujourd'hui et encore, les docteurs à venir auront des possibilités, des capacités à épouser des carrières académiques probablement plus facilement qu'un docteur qui est sorti il y a 5 ans ou 10 ans. Donc, ça veut dire que c'est très dépendant effectivement des départs en retraite et des mouvements, on va dire, de personnes. Encore une fois, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Quand on parle de recherche académique, il y a bien sûr les universités, il y a les écoles, il y a les organismes de recherche. On oublie souvent les EPIC, le CEA, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Il y a plein de dispositifs ou d'endroits où on peut faire de la recherche académique sans forcément être enseignant-chercheur dans une université. Thierry, tu voulais intervenir ? Juste dire que je crois qu'il y a une statistique qui est sortie
je crois que c'est de l'APEC d'ailleurs, je crois qu'il y a uniquement 15% des docteurs qui restent dans la recherche après le début de leur carrière. Donc ça veut dire que les chercheurs, les docteurs, évoluent vers d'autres postes par la suite tout au long de leur carrière. Et en fait, ils commencent par la recherche, mais après, ils peuvent être amenés à faire du commercial, du marketing, du management, de la direction, enfin, avoir des postes en direction d'entreprise. Donc, c'est souvent un début de carrière, mais ce n'est pas forcément un fil rouge tout au long de la carrière. Et donc, c'est pour ça que les carrières aujourd'hui sont polymorphes, elles sont hétéroclites, elles sont différentes et un chercheur peut très bien aller vers de multiples fonctions très variées tout au long de ces années passées en entreprise. Alors, juste après, je donnerai la parole à Mustapha qui a levé la main. Alors, n'oubliez pas aussi d'être accompagné. Vous avez des ateliers au sein de votre collège doctoral ou école doctorale, mais vous avez aussi des ateliers APEC. Et d'ailleurs, j'ai vu que Guillemette vous a pas mal envoyé des informations, mais il y a aussi sur étudier son marché, bien identifier aujourd'hui les entreprises qui recrutent. Vous avez un certain nombre d'ateliers aujourd'hui à l'APEC qui peuvent vous accompagner et en l'occurrence aussi l'atelier Valoriser votre doctorat où on travaille sur les compétences qu'on peut transverses et transférables aussi du docteur. Et ça, ce serait intéressant de pouvoir aussi y assister. Faites-vous accompagner aussi dans la visibilité de vos expériences, puisque le doctorat est une expérience. Ça, il faut vraiment que ça rentre dans la tête des docteurs. Vos 3 ans de doctorat est une expérience professionnelle. Mustapha, je vous laisse la parole. Non, je voulais juste compléter ce qu'a dit Sébastien, c'est que cette histoire de démographie, parce que effectivement, elle est en train de nous rattraper, hein, la démographie, elle est aussi vraie dans le privé. Et donc, il y a quand même je dirais deux choses qui sont en train de se rencontrer dans le monde du privé. C'est une complexification d'à peu près tous les domaines. À la NRT, d'ailleurs, on l'avait bien expliqué, c'est-à-dire que tous les domaines techniques et scientifiques vont devoir trouver de nouvelles pistes pour rebondir, alors face à tous les défis qu'on pourrait y citer ici, on pourrait y passer toute la journée d'ailleurs, parce qu'on a énormément de défis devant nous, mais ça s'additionne à la démographie. Donc il va y avoir un appel d'air, il a déjà commencé dans certains domaines, dans le numérique, ça fait déjà plusieurs années que les docteurs sont recherchés, mais dans tout un tas d'autres domaines, et la démographie aidant, il y aura là aussi énormément d'opportunités. Donc ce qui va se passer dans le monde académique, on va aussi le retrouver dans le privé. Ah, très bien. Alors maintenant, justement, on va passer à une expérience. Frédéric et Corentin, on a voulu avoir des expériences justement terrain où l'employabilité des docteurs est travaillée pendant le doctorat. Et donc, Frédéric va nous présenter, et Corentin, qui fait partie justement de ce cabinet, hein, ce sont des doctorants conseils. Donc, Frédéric va vous présenter ce qui se fait aujourd'hui à l'Université de Lille. Et ensuite, Corentin va nous donner des exemples concrets de missions qui ont été donc données à des doctorants et les compétences qu'il a pu développer tout en étant dans son doctorat. Frédéric, peux-tu nous présenter un petit peu Consulide? Quelle est cette expérience que vous mettez en place à l'Université de Lille? Oui, on a créé un parcours autour du conseil, puisque il y a la possibilité pendant le doctorat de faire soit de l'enseignement par un avenant, soit de la médiation ou des missions de conseil en entreprise. Et donc, on a construit tout un parcours autour du doctorant conseil avec une formation par l'action qui s'appelle ConsultDoc, où c'est un espèce de hackathon. Les entreprisiennes avec une problématique d'entreprise, une vraie problématique. Alors quand j'ai entreprise, ça peut être aussi secteur public, puisqu'on a travaillé avec le SDIS et le département du Nord, par exemple. Et les doctorants donc, travaillent en groupe pluridisciplinaire sur cette problématique. Donc finalement, les entreprises, à la fin, ont un livrable. Les doctorants font aussi une présentation orale des résultats face aux entreprises et face à tout le monde. On invite aussi d'autres partenaires extérieurs. Et donc, ils se rendent compte concrètement des compétences des doctorants, et à l'inverse, les doctorants se rendent compte de ce qu'est l'entreprise, de ce qui est attendu, etc. Et à la suite de ça, dans le parcours, puisqu'en 3 jours, certes, il y a des réponses plus ou moins précises, parfois des solutions qui sont apportées intéressantes, il y a possibilité de continuer l'expérience avec Consulide. Et donc, Consulide, c'est
cabinet de conseil. Je laisserai Corentin en parler mieux que moi. C'est un cabinet de conseil qui va proposer donc à l'entreprise d'approfondir la problématique. Les doctorants ont la possibilité d'avoir jusqu'à 32 jours par an de conseil dans leur doctorat, enfin pendant leur doctorat, et ils sont rémunérés pour faire ces missions de conseil. Voilà, donc je pourrais donner quelques exemples après de ce qui s'est passé plus concrètement. Enfin, je vais laisser Corentin. Juste après l'intervention. Corentin, vous nous racontez un petit peu comment vous avez intégré Consulide, comment ça fonctionne, quelles sont les missions que vous avez. Je vous laisse un peu la parole, puisqu'on en avait parlé pour préparer cette conférence. Merci beaucoup. Déjà, je voudrais commencer par remercier tous les intervenants qui ont eu des interventions très très pertinentes aujourd'hui. Et je pense que je parle au nom de beaucoup de doctorants en disant ça. Et en fait, Consulide, c'est une espèce de mise en pratique et de trouver des solutions à tout ce qui a été soulevé aujourd'hui pendant cette conférence. On parlait notamment de désamorcer la peur et de la perception négative qu'il peut y avoir entre le monde académique et le monde privé. Et on parlait du chercheur rêveur et tout ça. Finalement, nous, ce qu'on essaie de faire à Consulide, c'est par l'intermédiaire de missions de conseil, de permettre à des jeunes docteurs ou à des doctorants de se mettre au contact des entreprises pour répondre à des problématiques qui se posent dans le secteur privé et de se rendre compte qu'il y a énormément de compétences qui sont développées pendant la thèse et qui sont après transférables au secteur privé. Alors un peu plus personnellement, moi j'ai intégré Consulide à la fin de ma première année de doctorat. Je viens d'une école d'ingénieur, donc j'étais ingénieur avant de commencer ma thèse et j'ai été un peu surpris en arrivant de voir que dans les écoles d'ingénieurs, on a énormément de contacts avec le secteur privé, les entreprises, et c'est quelque chose qui j'ai trouvé qui disparaissait un petit peu quand on rentre en doctorat. C'est deux mondes qui sont un petit peu cloisonnés. Et suite à cette observation-là, l'idée c'était de trouver des solutions de comment répondre à ces problématiques-là et en fait comment créer du lien entre l'académique et le privé, sachant qu'il y a énormément de docteurs qui, après leur thèse, finalement, comme ça a été dit, partent plutôt vers l'entreprise que vers la recherche publique. Donc à Consulide, ce qu'on fait, c'est que nous, on fait un espèce d'intermédiaire entre ces deux mondes-là, en essayant de trouver des missions de conseil, en discutant avec des porteurs de projets qui ont des problématiques à proposer. On essaie de définir un petit peu ce qui peut les aider et en quoi un docteur pourrait leur être d'une aide importante ou non. Et une fois que le cahier des charges est posé, on essaye d'aller trouver le docteur qui va répondre à la problématique posée par le porteur de projet. Je peux citer du coup là quelques exemples de missions qu'on a mis en place. Par exemple, on avait une entreprise qui cherchait une alternative chimique au formol. Et donc là, c'était plutôt orienté chimie. Ça a été de faire un état de l'art sur quelques jours de ce qui était proposé comme alternative chimique. Mais on a aussi des missions qui sont complètement différentes. Par exemple, la conceptualisation d'une e-capsule pour transformer une formation qui avait lieu en présentiel en formation en ligne. La réalisation d'un questionnaire pour mesurer la qualité de vie au travail, ou encore une formation à l'éco-transition pour faire des expositions dans des musées qui sont des transitions du coup écologiques pour les expositions dans les musées. Donc, on voit en fait via Consulide qu'il y a pas mal de demandes et finalement pas que dans ce qu'on appelle les sciences dures. J'ai vu une question passer. Énormément de sciences humaines et sociales et beaucoup de compétences qui sont demandées dans ces environnements-là aussi. Alors, quelles sont les compétences que vous avez développées depuis que vous êtes dans Consulide? Qu'est-ce qui vous semble maintenant une valeur ajoutée, qui sera certainement pour vous, d'ailleurs vous allez même nous raconter, je crois que soit Frédéric ou vous, Corentin, il y a quand même 3 doctorants qui ont été embauchés après, suite à toutes ces missions, je crois, c'est ça? Enfin, vous nous raconterez. D'abord, dites-nous les compétences que vous avez pu développer. Déjà, ce qu'on observe, c'est que, mais ça a été dit aussi aujourd'hui, c'est pas forcément tout le temps les compétences techniques qui sont les plus importantes. Les compétences transversales, elles sont aussi quand même pas mal recherchées. Un peu plus personnellement, à mon niveau, moi, ce que je vois à côté de la thèse, en étant actif chez Consulide,
c'est que ça développe des compétences plutôt en communication, on va dire gestion, organisation d'événements et relationnel. Ça va être plutôt de cet ordre-là. Donc des choses qui sont un peu moins techniques par rapport à la thèse, mais qui vont être transposables après beaucoup plus facilement à l'extérieur. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, vous avez réussi, maintenant, en tout cas, vous avez bien repéré quelles étaient vos compétences transférables. C'est toujours difficile de prendre du recul sur soi-même, mais c'est une expérience qui aide beaucoup à le faire. Puis on est aussi accompagné, comme ça a été dit par Frédéric, par le collège doctoral pour justement essayer de faire des bilans de compétences, ce genre de choses-là, et de voir comment on peut après passer du monde de l'académique au monde privé. Mais ça permet de prendre un petit peu de recul et ouais, c'est assez utile pour faire un bilan sur soi-même. Et en termes de temps, parce que vous suivez aussi votre doctorat, votre recherche, ça demande combien de temps d'être un doctorant conseil? Ça demande un petit peu de temps quand même. C'est pas vraiment quantifiable. Le cadre légal, il dit qu'on a le droit de faire l'équivalent de 32 jours de conseil dans l'année. Ça, c'est ce qui se passe légalement. Après, ça dépend beaucoup des semaines, ça dépend beaucoup de l'activité. S'il faut, par exemple, aller sur des salons pour présenter Consulide ou intervenir pour, comme c'est le cas aujourd'hui, expliquer un petit peu ce qu'on fait au sein de Consulide. Il y a des semaines où il va y avoir un peu plus de demandes, des semaines où ça va être moins chargé. Il y a des semaines où il y a plus de missions à suivre, des semaines où une fois que les missions sont lancées, on fait un suivi un petit peu moins important. Et donc, c'est assez variable, je dirais, mais ça demande quand même un minimum d'investissement. D'accord. Frédéric, je suppose que tu avais des succès à nous transmettre également suite à un passage à Consulide. Il me semblait qu'il y avait deux réussites ou trois, je ne sais plus. Bah, ensuite, il y a celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas, forcément. Effectivement, on a toujours des success stories et on a eu donc une entreprise, enfin une start-up qui est passée justement par ce que je disais tout à l'heure, le ConsultDoc, donc qui a fait cette première étape qui est gratuite, qui a été séduite par les résultats qui ont été obtenus en 3 jours et qui ont voulu continuer. Donc ils ont continué avec un doctorant et à la fin ils ont embauché une fois qu'il était docteur, ils ont embauché ce doctorant dans la start-up et voilà, il était il était SHS, il était en domaine plutôt SHS. On a là dernièrement 2 choses qui nous ont été remontées. Pareil, une start-up avec qui on avait travaillé, enfin Consulide avec qui avait proposé une mission à Consulide il y a 2-3 ans. Et derrière, ils n'ont pas embauché la doctorante qui a fait la mission, mais une autre jeune docteur, toujours SHS. Donc, pareil, ils ont été séduits par la qualité du travail et ils avaient dit, si on n'avait pas fait ça, ce challenge, enfin ce ConsultDoc, on n'aurait pas travaillé avec des doctorants et on ne se serait pas rendu compte d'eux. Donc c'est vrai que ça permet d'être un tremplin, cette expérience. Et le dernier en date, c'est une expérience toujours avec une start-up où le doctorant a fait non pas une, mais 2 missions. La première s'est super bien passée, ils ont enchaîné avec une deuxième mission. Et le doctorant donc, nous a fait un retour à Consulide en disant maintenant je vois plus ma thèse pareil. J'ai travaillé, je me suis rendu compte des codes de l'entreprise. Ça a permis de pousser la réflexion d'un côté comme de l'autre. Et il s'est dit je vais aborder ma thèse de manière différente maintenant. Enfin, je vais la continuer bien sûr, mais un peu différemment. Et pour l'entreprise, c'est pareil. C'était un très très beau succès. Ils ont dit on n'aurait pas travaillé avec l'université en dehors de ce cadre et ils sont contents du résultat. Donc c'est vrai qu'on a quelques exemples comme ça qui montrent que, en tout cas pour l'instant, ça a l'air d'être bénéfique à tout le monde et ça permet donc, comme dit Corentin, de se rassurer sur sa capacité à prendre en charge un autre projet qui n'est pas forcément directement en lien avec la problématique de thèse, mais qui s'en approche ou qui est dans un domaine à peu près identique. Et donc, ça rassure les doctorants. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ça donne un peu plus de confiance en disant « Ok, j'ai pu montrer que je savais faire autre chose que mon sujet pur et dur. » Et j'avais noté aussi, donc, c'est ce que je viens de dire, la confiance en soi, la gestion de ce projet en parallèle de la thèse. Il y a une question dans notre rouleau. C'est est-ce que Consulide est ouvert à tous les étudiants de France ou uniquement sur la région de Lille? Oui, pour l'instant, on en fait une initiative locale. Maintenant, comme j'ai dit, ils peuvent toujours nous contacter ou contacter l'équipe Consulide. Hein.
ils répondent toujours. C'est vrai qu'on a des doctorants qui voient cette initiative et qui contactent soit directement le collège, soit directement l'équipe pour en savoir un peu plus. Pour l'instant, enfin, n'hésitez pas à nous contacter, on verra. A priori, c'est plutôt lillois. Il y a tout un process derrière. Enfin, on a rattaché Consulide au collège doctoral. C'est pas une association. Tout à l'heure, Corentin parlait de junior entreprise, c'est type junior entreprise, mais c'est rattaché au collège. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un process aussi qui se fait de contractualisation avec les doctorants, avec les entreprises qui passent par l'Université de Lille. Sébastien, comment vous réagissez par rapport à Consulide qui est tout à fait, et puis Mustapha aussi, c'est-à-dire que là c'est un pied dans l'entreprise, c'est-à-dire que là on développe tout en étant doctorant des capacités et des soft skills qui donnent déjà, je dirais, une bonne vision du monde socio-économique. J'adhère à 200% et ça me rappelle une expérience, mais je pense qu'on n'était pas prêts. Quand je dis nous, c'est tout le système. En 2008, me semble-t-il, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'époque, Valérie Pécresse, avait mis en place le dispositif doctorant, consultant, conseil, et c'est exactement ce qu'est Consulide. Et à l'époque, ça n'avait pas pris parce que les doctorants ne se sentaient pas légitimes pour apporter cette expertise de spécialistes R&D juniors. Les entreprises ne savaient pas bien qu'est-ce qu'ils pouvaient leur demander et jusqu'où pouvaient aller. Et puis les directions de thèse regardaient ça avec un regard un peu distant, en disant « Oh là là, ça va perturber le travail de thèse ». Et je crois que, donc, plus de 10 ans après, presque 15 ans après, là, on est prêt, on est mûr. Je ne sais pas s'il y a d'autres expériences que celle de Lille sur le sujet, mais j'espère qu'elles vont se déployer, parce qu'effectivement, c'est le meilleur moyen, pour le jeune, de donner du sens à son travail de thèse et de rendre concret ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Et pas que aux sciences et techno. Je vois dans le chat, on nous reproche d'être peut-être un peu trop technologue aujourd'hui, mais je crois que tout ce qu'on se dit concerne toutes les disciplines, y compris les sciences humaines et sociales. Deuxième élément, ça permet à l'entreprise, et notamment aux PME, TPE qui ne connaissent pas le doctorat, de comprendre ce qu'un docteur peut apporter à l'entreprise. Et enfin, c'est une expérience professionnelle à valoriser en plus des 3 années de la thèse. Donc, pour moi, je n'y vois que des avantages. Merci. Mustapha, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, là, c'est une belle... J'ai envie de dire bravo, et j'espère que c'est quelque chose qui va se généraliser. Je pense que d'autres collèges doctoraux, écoles doctorales doivent s'en saisir. Moi aussi, j'ai envie de rebondir sur certaines remarques que j'ai vu passer. Pour certains, comme tous les autres étudiants en formation, en école d'ingénieur, en école de commerce, oui, il faut faire cet effort-là. J'ai vu des commentaires sur le fait que certains considèrent que faire leur thèse, c'est déjà bien. Bah non. Ça suffit pas, surtout si vous voulez trouver du travail derrière, surtout si vous voulez comprendre comment fonctionne le monde de l'entreprise. C'est un effort à faire, mais qui est demandé aussi à des ingés, à des étudiants en école de commerce, etc. J'ai envie de dire que le système CIFRE est particulièrement adapté. C'est pour ça que beaucoup d'industriels l'adoptent en même temps, hein, parce que ce sont des thèses qui se déroulent aussi au milieu de l'entreprise. Donc, nous, en tout cas, on la pratique comme ça. Ce sont des personnes qui sont plongées dans les équipes, qui vont au contact avec les clients. Nous, on insiste énormément pour que les jeunes qui préparent une thèse aillent au contact de nos clients, histoire qu'ils comprennent bien que en face, nous aussi, on a besoin de faire des solutions, de les déployer, et comment ça se passe quand vous avez l'utilisateur final qui se met en face de la solution. Mais ce sont des initiatives qu'il faut pousser en avant, mais le plus largement possible, évidemment. Ouais. Tout à fait. Là, c'est vraiment une fenêtre sur le monde socio-économique. Ça tombe bien parce que j'avais une question pour Laurent. Il y a Laurent qui lève le doigt. Mais on y va. Laurent? Oui, je voulais rebondir sur la réaction de Mustapha en disant si c'est important. Sur les questions, on voit des questions. Est-ce que avec un doctorat en littérature, on peut rentrer dans une entreprise? C'est dommage, on parle pas assez des SHS, etc. Alors, on parle bien des docteurs dans leur globalité, hein, littérature, SHS, sciences dures, sciences de l'ingénieur. Ou voilà, l'idée c'est de valoriser les compétences et surtout de pas oublier que on est quand même dans un système de compétition. C'est pas moi je suis docteur et je postule et je suis tout seul à postuler et le recruteur me refuse. Non, c'est juste de se comparer par rapport à d'autres personnes voilà, qui auront des profils différents, semblables, d'autres docteurs, des ingénieurs, des masters, etc.
et d'être capable de montrer en quoi votre profil est le plus adapté par rapport aux besoins. Alors, est-ce que le fait de faire consulide et des missions de doctorant conseil, il faut encore en faire plus et que la thèse n'est pas suffisante? Voilà, si c'est un moyen d'en faire plus et de montrer que vous êtes encore plus adapté aux besoins de l'entreprise et des recruteurs, c'est une bonne opportunité. Après, peut-être que quelqu'un qui n'aura pas fait consulide et cette expérience de doctorant conseil, mais dont le sujet de thèse, l'expérience de thèse sera suffisante, sera peut-être plus adapté aux besoins du recruteur. Donc voilà, gardons en tête que l'idée, c'est on s'approche des Jeux Olympiques, et comme aux Jeux Olympiques, le recrutement, c'est une compétition, et au final, il en reste un qui sera recruté et qui correspondra le mieux aux besoins de l'entreprise, du recruteur. Voilà. Mais comme dans le monde académique, où au final, voilà, on se rend compte qu'il y a aussi une compétition très rude. Tout à fait. Alors moi maintenant, ça tombe bien, Laurent, puisqu'après la question qui va suivre, c'est pour vous deux. Thierry également. Alors on parle de compétences, de mettre en visibilité les compétences du doctorat. Le CV est toujours un peu l'outil qui n'est pas forcément bien maîtrisé par les docteurs et doctorants. La complexité, on en parlait d'ailleurs, Laurent, vous avez des fois souvent à retravailler le CV pour le présenter à un de vos clients. Alors, pourquoi ça reste encore quelque chose d'assez compliqué pour les doctorants pour expliciter leur savoir-faire et le transmettre, enfin en tout cas valoriser ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez encore des CV très compliqués, très longs, pas forcément très opérationnels, et c'est peut-être parfois ce qui peut expliquer la non-compréhension de certains RH qui n'ont pas forcément identifié ce qui faisait la valeur ajoutée de ce docteur. C'est ça, on va dire aujourd'hui, il reste des outils un peu obligatoires et le CV en fait partie. Alors, il y a beaucoup d'efforts de la part des collèges doctoraux, des écoles doctorales sur les formations transverses autour de la recherche d'emploi, etc. Après, on peut constater que finalement, c'est la plupart du temps suivi par ceux qui en ont le moins besoin. Et à un moment donné, voilà, nous, on se retrouve aussi parfois avec des candidatures, des CV de candidats qui nous paraissent intéressants, mais où c'est très compliqué. Le CV académique pour chercher un poste, les publications, les conférences, etc. Il faut faire très attention. Et autour de cette question du CV, finalement, on en revient à la question de maîtriser les codes de l'entreprise, maîtriser la communication et finalement, voilà, se préparer dans les meilleures conditions, peut-être faire du réseau, essayer de prendre des informations auprès des personnes qui pourront vous aider, que ce soit au niveau des universités, des entreprises. Et derrière, effectivement, voilà, d'être capable de présenter son parcours, ses compétences, sa valeur ajoutée de façon claire, synthétique et précise aux recruteurs. Et le CV est là pour ça. Peut-être juste un dernier point il faut se rendre compte quand même que le CV, la lettre de motivation, n'ont qu'un seul objectif, c'est d'avoir un entretien de recrutement. Jamais on ne recrutera une personne juste parce qu'on a reçu un bon CV. Donc voilà, donc il faut pas tout déballer, il faut être précis, il faut finalement voilà se préparer, essayer d'identifier les besoins et se dire en quoi mon CV peut répondre à un besoin du côté du recruteur pour me faire obtenir l'entretien et l'interview de recrutement. Thierry, des éléments complémentaires? Le micro, Thierry. Oui, j'ai un petit témoignage à ce niveau-là, une petite expérience, dans le sens où il y a quelques semaines, j'ai échangé avec une jeune docteure qui m'avait envoyé un CV de 3 pages, voire 4 pages. Je lui avais dit non, en fait, il faut mieux avoir un CV d'une seule page où vous synthétisez en fait l'ensemble de votre expérience. Elle m'a dit ouais, mais si j'envoie un CV d'une seule page, je ne vais pas exposer l'ensemble de mes publications, des articles que j'ai publiés. Voilà. Donc ça, en fait, il y a 2 choses en fait dans ce témoignage-là. C'est la capacité d'écoute des professionnels qui sont dans le recrutement toute la journée. Donc ça, c'est très important. Il faut écouter ce que l'on dit, les conseils en fait de professionnels. Et 2, non seulement écouter, mais mettre en action.
en fait. Et après, c'est utiliser les codes de l'entreprise. En fait, on va pas, comme le dit Laurent, en fait, les candidats sont dans une compétition. En fait, les uns par rapport aux autres. Donc, en fait, si vous commencez on va dire, par une première épreuve qui est une épreuve éliminatoire, évidemment, vous ne passerez pas le premier stade et donc vous n'aurez pas d'entretien. Donc ça, on va dire, c'est l'indispensable. En plus, maintenant, les lettres de motivation ne sont plus demandées, alors qu'avant, c'était il y a quelques années, maintenant, il y a plusieurs années, c'était assez indispensable, c'est plus demandé, mais le CV reste un prérequis. Et le CV, avec une présentation, on va dire, la plus on va dire designée possible, c'est quand même plus agréable qu'un CV où il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de photo, c'est uniquement des textes qui sont écrits les uns derrière les autres. Pour les recruteurs, c'est assez pénible. Encore que nous, on est habitués, mais pour les RH, c'est encore plus pénible, qui n'ont pas le temps justement de rentrer dans le détail en fait de vos publications. Donc voilà, en fait, ce sont des codes qu'il faut bien comprendre et qu'il faut bien assimiler, parce que tout simplement, en fait, les étapes suivantes ne seront pas passées. Donc c'est vraiment, en fait, on est dans un mode de sélection et un mode de compétition. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et à partir du moment où les docteurs ou les thésards, parce qu'on cherche aussi des ingénieurs qui vont rentrer dans une thèse, chiffre, etc. Ça fait partie aussi de la vocation de notre cabinet. Bon, voilà, c'est vraiment les codes qu'il faut connaître et qu'il faut surtout appliquer. Merci. Laurent, vous vouliez rajouter quelque chose? Je vous ai vu lever la main, non? On n'entend plus Laurent. Ah si, Laurent, votre micro, voilà. Ouais, le micro, effectivement. Oui, juste un petit commentaire par rapport à ce que disait Thierry. Je ne sais pas pour toi, mais voilà, faut quand même considérer que quand on est recruteur, notamment dans des cabinets ou dans des grands groupes, on reçoit des centaines de CV par semaine. Juste une petite métrique. Moi, je passe à peu près 30 secondes sur la lecture d'un CV pour essayer de valider, de considérer si je le garde pour tel ou tel poste ou pas. Donc voilà, donc l'aspect soyez clair, synthétique, une page et aller droit au but pour montrer en quoi vous êtes adapté, c'est hyper important parce que les RH ont très peu de temps et généralement ont cette habitude de lecture en diagonale et en 30 secondes. Très bien. Moustapha, vous alliez... Je suis désolé, je vais insister pour le coup parce que ça vaut la peine de répéter ce qui s'est dit 15 fois, mais parce que je lis en même temps toutes les réactions en ligne là, je vais vraiment redire, les docteurs, les doctorants n'ont absolument pas de passe-droit. Ils vont faire comme tous les autres. Ce que l'on entend là, c'est ce qui se pratique aussi pour les écoles de commerce, pour les ingénieurs, pour le CV de 4 pages, que ça vienne d'un docteur ou d'un ingénieur, c'est pas recevable. Je veux dire, ce que vient de dire notre ami Laurent, c'est effectivement le coup des 30 secondes, c'est vraiment ça. Ce qu'il faut avoir, c'est une page qui vous caractérise par rapport en général à une annonce. N'oubliez pas qu'il faut correspondre à une annonce. Il est rare qu'on dise je veux recruter un docteur. Point. J'ai jamais vu une annonce comme celle-là. Si je l'avais vue, je peux vous garantir que j'aurais noté et je l'aurais diffusé à tout le monde. Non, si on a besoin de beaucoup plus d'informations, on vous les demandera. Surtout si vous ciblez un domaine bien particulier et que l'on veut véritablement recruter un docteur. Si vous arrivez à l'entretien, on vous demandera d'expliquer ce que vous avez fait, pourquoi vous pensez que ceci, cela. Mais la liste des publications dans un CV, mais si vous candidatez pour un poste de chercheur dans un milieu académique dont c'est le critère de sélection. Tout à fait, ouais. Et ça, faut vraiment le diffuser, il faut vraiment que vous compreniez ça, c'est que les CV de 4-5 pages, c'est vrai que même pour tout le monde, pas uniquement, mais c'est vrai que particulièrement les docteurs, vous avez des CV extrêmement longs. Et une page et demie largement pour donner des éléments clés, factuels, des contextes que vous avez donc pu traverser, comment vous avez des réalisations significatives, ça c'est important, vous soyez capable de donner des exemples significatifs, un contexte, avec quelle équipe vous avez travaillé et sur quel sujet et quel a été votre investissement. Après, pour vos publications, vous pouvez très bien les mettre sur votre profil LinkedIn, puisque vous mettez de toute façon le lien
bien sur votre CV. Donc, je pense que c'est pas la peine de trop vous compliquer. Frédéric, tu voulais intervenir? Oui, c'est parce que après l'intervention sur Consul, il y a eu pas mal de questions. On me demandait comment ça a été perçu, cette initiative au niveau de l'université, et donc bien vu, mal vu, et comment aujourd'hui ça se passe. Ça a été beaucoup d'efforts déployés pour faire comprendre ce qu'on voulait mettre en place, comment on contractualise. Il y a les questions de propriété effectivement derrière, donc il y a un contrat de prestat, d'où l'importance d'avoir un environnement structuré pour faire ça. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'université apporte beaucoup. Il y a une bonne complémentarité avec nos services pour faire ça. Enfin, on a des questions qui remontent, notamment au niveau de la question de la rédaction d'articles. Enfin, c'est une question qui est actuelle. Donc l'environnement est important pour pouvoir se plonger là-dedans. C'est beaucoup d'investissement. Et c'est vrai qu'au début, on a dû beaucoup se caler avec la Valo, la direction de la Valo, pour pas intervenir sur le champ de la direction de la Valo. Aujourd'hui, chacun a sa place. Ils sont très bien reconnus aujourd'hui. Enfin, l'équipe, je parle, dans l'université. Ils font partie du PUI, donc Pôle universitaire d'innovation. Ils sont inscrits dedans. Donc, c'est vraiment une pierre importante parce que ça peut permettre de continuer de par leur approche. C'est-à-dire, il y a beaucoup des états de l'art qui sont demandés. Il n'y a pas que ça, il y a de la formation également, etc. Mais de par les états de l'art, on peut mettre facilement et rapidement en place une mission d'état de l'art qui ensuite peut déboucher sur des collaborations plus importantes avec l'université. Donc aujourd'hui, il n'y a plus du tout de forme de concurrence ou autre. Il y a vraiment une grosse complémentarité et Consulide est vraiment bien mis en réseau, que ce soit au niveau de l'université, mais aussi dans le paysage aujourd'hui des salons divers et variés avec des startups, avec des cabinets. Enfin, ils ont été contactés par un gros cabinet il n'y a pas longtemps, par un incubateur. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur, mais on est content du résultat. Très bien, super. En tout cas, vous avez la possibilité de contacter Frédéric si vous C'est voulez ça. avoir des éléments complémentaires. Il a laissé son adresse email. Alors, on s'approche de la fin. Donc, ce que je vais faire, c'est un tour de table général maintenant de différents intervenants. Sébastien, voilà, on a eu vos points de vue, votre expérience, votre vision. D'ailleurs, vous avez répondu. Merci encore à tous les intervenants d'avoir répondu aux questions. Quels sont les conseils maintenant qu'on pourrait peut-être poser, les alertes aussi, qui seraient donc à retenir suite à tout ce qu'on a pu aujourd'hui échanger ensemble. Sébastien, est-ce que vous pouvez par exemple nous faire peut-être une petite synthèse de ce qui vous passe dans la tête par rapport à tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez répondu aussi, parce que j'ai vu que vous avez pas mal répondu aux auditeurs. Faites-nous un petit peu cette conclusion-là qui pourrait nous permettre de dire, voilà, les compétences des docteurs, la valorisation du doctorat, où en est-on et comment on peut avancer le mieux possible. Alors, si j'avais quelques conseils, le premier, c'est ne vous bridez pas, ne vous auto-censurez pas. Je vois dans les échanges, oui, mais les SHS, on est moins bien reconnus que les sciences et techno. Oui, mais un ingénieur connaît l'entreprise, nous, on ne le connaît pas. Ce que vous avez, les 3 années, les 4 années que vous avez passé à une thèse, c'est une expérience unique. Et ça, il faut bien le rappeler. Il n'y a pas un moment dans les études où on passe 3 ans. Les études, c'est pas un lapsus. On passe 3 ans à se former professionnellement et à contribuer à une expérience professionnelle. C'est le seul moment. Donc ça, il faut le dire, il faut l'assumer. Le deuxième élément, on est revenu dessus à plusieurs reprises dans le chat et à l'oral. Ne tombez pas dans le travers d'expliquer le spécialiste que vous êtes et de quoi vous êtes spécialiste. Mais c'est tout, on le sait, vous êtes docteur en biologie, on sait que vous avez atteint un niveau d'excellence en biologie sur un domaine pointu. Mais par contre, il faut véritablement que vous expliquiez toutes ces compétences que vous avez mobilisées par ailleurs. Et l'autre élément, ne vous comparez pas à un master ou un ingénieur. C'est-à-dire ne tombez pas dans ce travail en disant lui ou elle a fait que et du coup il sera mieux compris que moi. Donc il faut vraiment qu'on explique ce que c'est que la thèse. Et là c'est un gros travail. Je crois que tous autour de l'écran on est d'accord. Et le conseil que je donnerais aussi c'est sur les jeunes en amont. Alors, je ne sais pas
qui nous écoutent aujourd'hui, mais il faut véritablement, et ça c'est le travail qu'on doit mener au sein du ministère, à faire connaître la thèse dès le niveau de la licence. Il faut qu'on fasse passer une tête aux étudiants dans les bibliothèques, dans les labos, dans les séminaires de recherche sciences humaines et sociales, juste pour voir à quoi ça ressemble, voir que ce ne sont pas des extraterrestres qui sont dans une thèse, mais qu'il y a du sens commun et que ça peut être le bon moment pour soit se dire c'est pas du tout mon truc et je veux pas faire de thèse, et c'est important de se le dire tôt, soit au contraire de se dire je veux le faire parce que ça m'a donné envie et ça permet d'avoir une carotte ou un objectif important. Voilà ce que je pouvais vous dire. Mustapha? Pour éviter de répéter, j'ai presque envie parce que je vois que la population qui est en face de nous là est particulièrement sensible. Moi j'ai envie de vous faire plutôt un témoignage en une phrase, c'est-à-dire que quand j'étais assis dans ma moissonneuse batteuse, quand j'avais votre âge, à tous ceux qui préparent leur thèse là, si on m'avait dit qu'un jour je m'asserais moi au comité, au conseil d'administration et au comité exécutif de Dassault Systèmes, je pense que j'aurais éclaté de rire. La morale de cette histoire, c'est que vous êtes capable de faire exactement ce que font tous les autres, mais en mieux. Donc, ne vous bridez pas et surtout, remettez les pieds sur terre, redevenez rationnel. Vos 3 années de thèse, en général, ont tendance à vous faire décoller un petit peu de la réalité. C'est bien, c'est ce qu'on vous a demandé de faire et vous l'avez fait de manière merveilleuse. Mais revenez les pieds sur terre, vous êtes en face d'un marché, le marché de l'emploi, et ce sont vos qualités et vos différences qui feront que vous rentrerez ou pas dans un poste. C'est pas parce que vous avez un doctorat. Donc c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête. Mais vous êtes capable d'aller très loin. J'en suis la preuve, tout simplement. Merci, Mustapha. Donc, vous avez vu, hein, vous avez des cœurs, on vous applaudit, incroyable. Maintenant, je vous laisse aux autres personnes aussi de nous donner, les autres intervenants aussi, vos conclusions. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui de tout ce qu'on a pu dire et quels seraient vos conseils ultimes là, avant qu'on se quitte? Ça, c'est important. Laurent? Juste peut-être en termes de conclusion, on parle de compétences, etc. Et ayez quand même en tête que voilà, des structures comme RD2 Conseil, comme PhD Innov, on a créé ces sociétés pour accompagner les entreprises à recruter des docteurs. C'est qu'il y a un besoin. Si on parle d'évolution du recrutement, depuis 10 ans, j'ai créé RD2 il y a 10 ans, je vois que déjà la situation du recrutement du marché se renverse un petit peu. Les entreprises ont de plus en plus de mal à trouver des candidats, des bons candidats, et je pense que les docteurs et vous avez toute votre place et une vraie carte à jouer. Et du coup, voilà, si après 10 ans, un cabinet comme RD2 continue à exister et à se développer, c'est qu'il y a du besoin des entreprises, les startups, les ETI, les PME, les grands groupes, mais qu'il y a du besoin de docteurs et que du coup, voilà, il faut juste trouver les bons mots, les bons codes et les bonnes offres pour vous. Thierry, tu as moins d'1 minute parce que nous sommes déjà à 15h27 pour nous dire juste 2 mots simples. Voilà. Bah, je dirais en 2 mots, c'est la continuité de ce que dit Laurent. Effectivement, les annonces concernant les docteurs ont augmenté de plus 9% sur les 10 derniers mois. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie demande, une vraie appétence des entreprises pour aller recruter des docteurs. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour vous. Après, ça c'est un premier pas, mais deuxième pas, c'est que vous, candidats, vous êtes en concurrence malgré tout avec d'autres profils qui sont des profils de docteurs internationaux ou des ingénieurs de temps en temps. Et donc, dans ces cas-là, il faut se mettre en avant et toutes les expériences que vous pourrez exposer de relations avec les entreprises, de stages, de consulides, etc. Tout ce que vous avez pu démontrer, comme quoi vous avez fait le maximum pour comprendre les codes de l'entreprise et son organisation, ce sont des atouts pour être retenus en fait dans les entretiens et retenus pour être embauchés dans les entreprises. Merci. Alors, on va pas pouvoir finir, mais Frédéric a eu largement le temps de vous présenter Consulide. On va beaucoup remercier Corentin. J'ai juste le temps de vous dire que demain, ça continue. Donc, construire son réseau. Alors, continuez à nous suivre parce que c'est pas terminé, Cap Docteur, jusqu'au 22 mars. Construire son réseau, donc avoir un beau réseau. 9h30 demain jusqu'à 11h. Et l'après-midi, ma collègue Muriel Vitouron vous présentera l'expérience internationale
comment la valoriser, comment aussi partir à l'étranger avec des experts. Moi, je tenais à vous remercier l'ensemble des intervenants. Merci pour vos témoignages, pour aussi le désir d'être des bons candidats, que vous êtes comme les autres, que vous avez à valoriser un savoir-faire, et puis en même temps, essayer peut-être d'explorer, d'enquêter, et puis ne pas dévaloriser cette belle expérience auquel vous êtes engagé et l'expérience que vous avez en tant que docteur, qui est une expérience professionnelle, puisque j'ai eu plusieurs personnes qui ont demandé, ça se met dans une expérience professionnelle puisque vous êtes déjà en train de livrer un certain nombre de travaux. Donc merci à vous, on se dit à demain, merci aux intervenants, merci aussi pour toutes vos questions. J'espère qu'on a pu répondre, je vois qu'on a plein de cœurs, plein de pouces, donc je pense que nos experts ont été pertinents et vous ont apporté plein d'astuces. Merci beaucoup, au revoir, Merci. et puis à demain pour d'autres conférences. Merci. Au revoir à tous, merci Claudine. Au revoir, merci. Merci, au revoir.